Communication de l'après-midi à proprement parler, nous souhaitions vous présenter un second extrait du documentaire de Madame Katia Chapoutier. J'ai passé une très grande période de sidération quand on a su que, quand on nous a appelés, enfin je sais pas, toutes mes émotions se sont arrêtées et ça a duré très longtemps. Je ne savais pas quoi c'était dû et puis je me suis dit ma fille vient de mourir quand même, j'ai le droit d'aller voir un psy. Donc je me suis donné permis de m'occuper de moi. Alors j'ai été voir quelqu'un pendant 1 an et ben je ne disais rien. Hein. Je parlais de la pluie, du beau temps, de mon travail, mais j'arrivais pas. J'étais pas prête, je pense. J'étais tellement dans mon truc de sidération là que j'étais pas capable de parler. C'était pas. Cassandre était fille unique. Elle aimait la dérision, non pas par sarcasme, mais pour faire rire. Elle avait une passion pour le dessin. D'un coup de crayon, elle savait raconter l'essentiel d'une personne ou d'une situation. À 32 ans, Cassandre s'est pendue. C'était il y a 9 ans. Je n'ai pas pleuré une seconde. Je consolais Paul. J'ai l'épaule. Je crois que c'est ça qui m'a un petit peu. Quand je disais le pauvre homme, il a perdu sa fille, il doit être malheureux. Et je pensais pas à moi. Je me disais il faut que je l'aide. Donc parce que lui, il était beaucoup plus. Enfin, il était perdu. Enfin, moi aussi, peut-être, j'en sais rien. Mais je me disais, je peux pas ne pas l'aider. Donc, ça m'a aidé, moi. Immédiatement après la mort de Cassandre, j'ai écrit, moi. J'ai écrit 200-300 pages. Hein. J'ai écrit à ma fille, toutes les nuits, pendant 2 ans. Ça m'émeut. Je lui ai écrit. Enfin, j'ai écrit à ma fille. Et en même temps, je voulais tout me dire, moi, à moi. Qu'est-ce que j'ai, moi, envie de penser, de réfléchir, je veux que tout soit dit, je veux tout me dire. Et d'ailleurs, j'ai relu, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai des larmes aux yeux, je l'ai relu, je l'ai jamais relu, mais je l'ai relu là, avant qu'on se voit. Je l'ai relu et je me dis, oh là là, il était mal le bonhomme avant, hein. Il était mal. Voilà, un grand merci à Katia Chapoutier de partager avec nous ces témoignages qui illustrent avec force l'onde de choc à laquelle sont confrontés les endeuillés par suicide. C'est l'occasion pour moi d'introduire la première communication de cet après-midi, communication qui sera faite par le docteur Jean-Jacques Chavagna, qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir de Poitiers pour nous parler du deuil par suicide, qui est un deuil définitivement pas comme les autres. Donc Jean-Jacques Chavagna est coordonnateur médical du 3114 de Poitiers, coordinateur médical de Vigilance Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, psychiatre d'adultes, d'enfants et d'adolescents chargé d'enseignement à la faculté de Poitiers de médecine. Et il a une expérience précieuse, longue et précieuse sur la question de la prévention du suicide. Et donc c'est un plaisir de lui laisser la parole. Merci pour cette invitation qui fait beaucoup de plaisir d'être avec vous. Et je vais essayer de partager avec vous
quelques réflexions sur ce sujet complexe et sur lequel je travaille depuis longtemps. Alors, voilà le plan. Donc, on va parler un petit peu du deuil en général, des endeuillés par suicide, bien sûr. Comment aider les parents en deuil après un suicide, le deuil compliqué, prolongé. Quelques recommandations que j'ai reprises de l'audition publique de novembre 2009. Et puis, 2 ou 3 lignes de conclusion. Alors, mon expérience sur le sujet, tout d'abord, c'est j'ai une consultation de deuil complexe depuis une vingtaine d'années. Je suis le président fondateur de Vive son deuil Poitou-Charentes, ancien président de la Fédération européenne Vive son deuil. J'ai été président du GEPS, et président fondateur de la Fédération Trauma, Suicide, Liaison Urgence et membre de l'Observatoire national du suicide. Alors, le deuil, juste une citation, « Nul ne peut s'arranger avec la mort, mais chacun de nous trouve une issue pour s'arranger avec les morts. » Voilà le clown triste de Watteau, et cette citation de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, « Les habits de deuil ont beau s'user et blanchir, le cœur reste noir. » Quelques réflexions autour des pleurs. Voilà la pleureuse de Termignon, et puis une pleureuse trouvée dans le cimetière de Tours. Alors on voit bien ce que ça peut représenter. Eh bien, les yeux sont les portes du cœur et les larmes, le messager qui brouille le regard le temps de son passage. Ces larmes qui nous échappent sont prises dans des configurations de sens qui évoluent pour les hommes et pour les femmes selon les usages, selon les institutions et selon les rituels. Voilà un homme qui pleure. Néanmoins, le deuil demeure la situation où les larmes masculines sont permises, voire valorisées. Les témoignages de deuil provoquent les seules larmes qu'un homme puisse dignement verser en public. Voilà des propos que j'ai trouvés dans Histoire des larmes, pour ceux que ça intéresse, d'Anne-Vincent Buffo. En clinique, il conviendra de savoir accueillir ces larmes, qui sont pour moi un don que l'endeuillé nous fait. Nous n'encouragerons ni nous ne brimerons ces larmes qui sont une fenêtre sur l'intime. Cette attitude va à l'encontre des propos habituels. Arrête de pleurer, pense à autre chose, sors. Ceci peut être entendu comme de l'incompréhension, voire des reproches à l'encontre de l'endeuillé. Une citation d'un personnage célèbre que vous trouverez peut-être. « J'ai tout tenté pour modérer ma douleur. Vous en êtes témoin. Il n'y a pas un seul ouvrage sur l'adoucissement des peines de cœur que je n'ai lu chez vous. J'ai fait plus, et sans doute personne avant moi n'en avait donné l'exemple. J'ai composé sur moi-même des lettres de consolation. Je passe mes jours entiers à écrire. Au fond, je n'y gagne rien, mais j'occupe mon esprit. Pas assez pour l'arracher tout à fait à la pensée qui l'obsède, assez pour y faire quelques diversions. » Eh bien, ce grand homme, c'est Cicéron. Vous pouvez vous rapprocher de ce qu'il a écrit sur le décès de sa fille Tullia. Ce sont des lettres très intéressantes. Classiquement, le deuil se limite à la perte par décès d'un parent, d'un être cher, plus généralement d'un autre significatif, comme par exemple un animal de compagnie, et aux conséquences biopsychosociales qui s'ensuivent. Le deuil est, pourrait-on dire, par assimilation somatique, une blessure mentale que l'on peut qualifier de normale. Il existe en France métropolitaine plus de 500 000 décès par an. Cela correspond au moins à 6 personnes en deuil pour un décès, soit 3 millions d'endeuillés par an. Et dans certaines cultures, c'est plutôt 10 à 20 personnes qui sont endeuillées en raison d'un groupe familial plus important. Et c'est le cas notamment dans nos départements et territoires ultramarins, mais pas que. Il existe toujours une réaction dépressive normale, elle s'estompe progressivement. Ceci n'exclut pas des manifestations normales de tristesse tout au long de la vie. Nous considérons que le deuil n'est pas un état passager plus ou moins long, mais un état de deuil permanent, évolutif, tout au long de la vie. C'est pour cela que je préfère l'appeler chemin de deuil. Et au cours du chemin de deuil habituel, les réactions de douleur deviennent moins fortes et ne viennent plus paralyser l'individu dans sa vie courante. De nouveaux investissements affectifs peuvent se mettre en œuvre. Certains parlent de phase de récupération. Nous proposerons plutôt le terme de phase de réaménagement, car la personne endeuillée n'est plus la même. Nous nous plaçons plus dans un abord affectif ou libidinal que dans un abord comportemental. Si tous les deuils s'accompagnent d'une réaction dépressive, certaines personnes présentent un état dépressif caractérisé à l'issue de cette perte. Il peut apparaître assez rapidement
et durer, ou bien se produire à distance quelques semaines, voire plusieurs mois après, et notamment vers 4 à 6 mois. Quelques réflexions autour du deuil des hommes. Les hommes expriment moins leur deuil, mais n'ont pas forcément un plus mauvais pronostic. Ils ont d'autres stratégies, plus physiques. Je cite 2 exemples parmi mes patients. Un père a remonté la vieille voiture que son fils avait achetée. Un autre père a terminé les travaux dans la maison de son fils défunt. Alors, les endeuillés par suicide. Eh bien, le suicide impose ce que j'appellerais un héritage symbolique atypique dans les représentations collectives. Il remet en question les repères personnels, familiaux et sociaux. L'évidence de leur présence au monde, ce qu'on peut appeler l'être au monde, semble dès lors questionnable et surtout questionnée par le geste posé par celui qui s'est suicidé. Si le suicide est avant tout un acte de violence contre soi-même, c'est aussi un acte de violence extrême contre l'autre, qui va devenir l'endeuillé par suicide. Il utilise la mort comme argument décisif, fermant à tout jamais la relation. Chez l'endeuillé, il peut exister une recherche de la relation dans le spiritisme et un intérêt pour les livres sur la vie après la mort. Le suicide confronte abruptement à la réalité de la mort, à celle de l'autre, mais aussi à celle de l'endeuillé par suicide. La remise en question est alors totale, personnelle, familiale, amicale, sociétale. Il existe un risque de psychotraumatisme, d'autant plus que la personne a vu le suicidé agir ou son cadavre. Un état aigu de stress post-traumatique peut apparaître. Quelques mots sur ce que j'appelle une analyse un peu plus détaillée. Tout d'abord, la perte d'un proche par suicide peut être redoutée. J'ai bien peur que ça arrive, entend-on. D'autres fois, elle semble beaucoup plus brutale. Le choc initial, il sera différent si les proches découvrent le suicidé ou s'ils ne le voient pas, alors ils vont imaginer la scène. Parfois, dans ce deuxième cas, l'imagination peut tout de même provoquer un important traumatisme psychique. Le choc ressenti après un deuil par cancer sera moins brutal, car la gravité et l'évolution de la maladie fait craindre cette issue fatale. Le sentiment d'incompréhension n'existe pas comme dans le deuil après suicide. L'engourdissement, conséquence à court et moyen terme, dans les jours qui suivent le décès par suicide, les capacités professionnelles et ou scolaires sont perturbées. 30% des personnes endeuillées par suicide disent consacrer moins de temps aux loisirs qu'elles pratiquaient avant. Plus de 60% désinvestissent leur travail professionnel ou scolaire. 30% ont de vraies difficultés sur leur lieu de travail ou leur école. 40% ont des problèmes de santé, troubles de sommeil, troubles de l'alimentation et du poids, plaintes psychosomatiques multiples. Le choc après suicide est toujours plus brutal. Il s'y ajoute aussi l'intervention de la police qui va parfois emmener le corps, ce qui va poser un certain nombre de problèmes. De plus, lorsque la personne suicidée est connue, les médias peuvent intervenir et là aussi, ceci peut compliquer l'évolution du deuil. L'endeuillé dit parfois « Au début, j'ai tout organisé. J'étais comme anesthésié, comme dans un rêve ou un cauchemar. J'ai pu tout régler. » Cet engourdissement peut durer de quelques jours à quelques semaines. S'il dure plus longtemps, il peut devenir pathologique. La période de déni, pour moi, elle est saine et normale, si elle existe. C'est un mécanisme de protection qui permet d'accepter graduellement cette réalité. Il convient de respecter cette attitude qui doit céder avec le temps. Mais au début, cela est difficile. Je l'ai vu de dos, j'ai couru, je lui ai pris le bras. Je deviens fou, docteur. C'était un autre. Mon ami appelait toujours à la même heure, alors quand quelqu'un sonnait à cette heure-là, c'était lui. Je porte ses vêtements, ça m'aide. Si le déni dure, cela peut devenir pathologique et on peut aboutir à une négation de la cause, voire à un déni du suicide. C'est un homicide camouflé, entend-on parfois. Alors, il n'existe plus d'implication personnelle. Ce peut être aussi un déni des conséquences du suicide. C'était son choix, ça ne change rien dans ma vie. De tels propos peuvent être entendus en début de deuil, mais parfois ils peuvent perdurer. De manière pathologique, le déni peut persister et l'endeuillé peut même penser que la personne n'est pas morte. C'est par exemple le cas d'une veuve dont le mari est décédé, mais qui continue à laver ses vêtements, à mettre son assiette. L'endeuillé est alors dans ce qu'on pourrait appeler une bulle psychotique.
Si l'endeuillé reste dans le déni, il ne peut pas faire le réinvestissement affectif nécessaire. La phase de protestation, nous y retrouvons des pleurs, mais surtout la recherche d'un sens. Pourquoi a-t-il fait ça? Quête du pourquoi qui peut durer très longtemps. Le suicide est une violence extrême pour le suicidé et pour son entourage, qui reçoit une blessure affective profonde et indélébile. Le sentiment d'impuissance, de révolte et de colère est systématique après le suicide. Il faut le laisser éclater, le refouler risquerait de compliquer encore ce deuil traumatique. La colère se manifeste entre le suicidé qui a abandonné sa famille, entend-on. Pourquoi nous a-t-il fait ça? Nous abandonner avec 3 enfants? Le suicidé qui a abandonné sa famille est souvent un leitmotiv fréquent. Ceci aboutit souvent à la recherche d'un coupable. C'est la faute de l'infirmière, du psychiatre, qui l'a laissé partir trop tôt, de l'enseignant, du psychologue, de sa mère, de son père, de sa mère, sa femme, de son mari. En quelques mots, un exemple de recherche. Un psychiatre américain a écrit à ses collègues pour leur demander s'ils avaient eu des patients décédés par suicide et quelles avaient été leurs réactions et la réaction de l'entourage de l'endeuillé. Il a pu distinguer 2 groupes. Un premier groupe de psychiatres qui ont refusé d'en parler avec la famille. Un deuxième groupe qui a rencontré la famille. Réaction de la famille. Dans le premier groupe, les familles ont plus souvent porté plainte. S'il ne veut pas me rencontrer, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Les familles ont beaucoup plus de difficultés à avancer dans le processus de deuil. Dans le deuxième groupe, le psychiatre rencontrait les familles. Je ne pourrais pas tout vous dire, mais on peut discuter de notre peine et de notre tristesse d'avoir perdu cette personne. Ce groupe de psychiatres a été peu poursuivi. Cela permet plus facilement à la famille d'avancer dans le processus de deuil. De plus, cela aide le psychiatre à faire également un deuil du patient. Est-ce que j'aurais pu changer l'issue fatale si j'avais fait un détour? L'endeuillé évalue ce qu'il aurait dû faire. Ce peut être une évaluation torturante. Celle-ci peut être renforcée par le voisinage qui le stigmatise. Il faut finir par accepter la permanence de la perte qui est beaucoup plus difficile dans ce type de deuil traumatique. La phase de désorganisation, elle fait suite à la phase de protestation, tout en sachant qu'il y a des allers-retours entre les deux. Mais il peut y avoir une période de va-et-vient. Donc, la douleur est aussi normale qu'elle est pénible. Je souffre horriblement, profondément, intensément, durablement, à la fois dans mon cœur et dans mon corps. Cette douleur est le signe et la preuve de mon amour pour celui qui s'est suicidé. Je me sens épuisé, littéralement vidé. Tout est difficile. Le moindre petit geste me demande un effort dont je n'ai plus la force. Je n'ai plus faim, je n'arrive plus à dormir. Pour les hommes, les femmes et les enfants confrontés à ce drame, il apparaît trop souvent difficile, voire impossible, de parler, de communiquer, de partager ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. La gêne de s'exposer, la crainte d'être incompris, la peur d'être mal jugé, les enferment dans un silence et un isolement compromettant ainsi l'évolution de leur deuil. Le sentiment de rejet, d'abandon, d'incompréhension de la part des autres va s'accentuer ce sentiment de solitude et favoriser l'émergence d'une baisse de l'estime de soi. Une tendance au retrait social et à l'isolement peut apparaître, une perte des repères et de sens également. Le suicide effraie et éloigne, on pourrait dire aussi la maladie et la mort également. Le sentiment de culpabilité est presque toujours présent, encore plus important après le suicide, d'un fils ou d'une fille, voire de plusieurs enfants. Tout ce qu'on a pu faire ou dire est réexaminé à la loupe. J'aurais pas dû faire ça, dire ça. J'ai pas été à la hauteur. Les endeuillés par suicide se flagellent pendant des semaines, des mois, voire des années. La stigmatisation sociale vient aggraver le sentiment de culpabilité personnelle. Émergence de punition, avec des comportements punitifs, masochistes, pour expier ce qui est perçu comme une faute. Augmentation de la fréquence et de l'intensité des comportements à risque. Augmentation du risque suicidaire, autour de 8 fois plus. Le sentiment de honte, il ne faut pas l'oublier, est très fréquent et se manifestera différemment suivant le contexte socio-familial ou religieux. Néanmoins, l'opprobre social jeté sur une famille tend à diminuer. Mais le sentiment personnel de honte, lui, peut persister. Aussi, certains décès par suicide seront cachés, pensant protéger la famille et même le suicider.
C'est le cas de ce père qui cache le suicide de son fils. Et il me disait « J'ai pas pu le protéger dans la vie, je veux le protéger dans la mort ». Le sentiment de honte participe à la culture du secret et de l'isolement social des endeuillés par suicide. C'est l'expression centrale et particulière du deuil après suicide. Elle est liée au tabou du suicide, à la réprobation de la communauté et de la société, à la difficulté d'admettre cette remise en cause de la société où l'on ne se sent pas bien. Le tabou est encore bien vivace. Le suicide effraie et éloigne. Il peut être générateur de secrets délétères, transmis sur plusieurs générations, pouvant favoriser l'émergence de pathologies ultérieures. J'évoquerai des pathologies du lien. La réaction anxio-dépressive peut se compliquer et devenir une dépression caractérisée. Cet état est favorisé par l'éloignement progressif de l'entourage. Un sentiment de désespoir peut apparaître avec des idées de suicide en raison d'une douleur jugée intolérable. J'ai envie de le rejoindre, entend-on souvent. Il faut l'entendre et le prendre en compte dans l'accompagnement. Cette dépression peut s'alimenter par l'incompréhension du geste et la fixation sur le pourquoi. Ces états dépressifs, dits agressifs, sont importants à isoler également et à noter les complications possibles, la précarité, les addictions, les maladies psychosomatiques. Il y a plus de cancer, d'angor, d'ulcères, d'asthme. Un dialogue entre un fils et une mère. « Ça va, maman ? Pas fort. Dis-moi ce qui se passe. Je suis triste, Marco. J'ai beau me dire que c'est normal, j'ai beau voir le psychologue et prendre tous ses médicaments, j'ai beau vivre avec obstination, je suis triste. Toujours. Mais bon, je suppose que c'est le cas de toutes les veuves ou presque. Les amis ne viennent plus me voir. Ils disent que c'est pour ne pas me déranger. Mais moi, je sais bien que c'est parce que cette maison pue la mort violente et sordide. Si ton père était mort à l'hôpital ou dans un accident de voiture, je suis sûr qu'il fleurirait sa tombe de temps en temps. Je dois être la seule à être encore fière de lui. Je suis fier aussi, dit le fils. Quand j'ai vu son cercueil, j'ai pensé qu'il était trop petit, que ton père n'y entrerait jamais. Et pourtant si. On paraît plus grand vivant que mort. Il est indispensable de mettre des mots sur ces images traumatisantes, de pouvoir les exprimer avec une personne de confiance pour progresser dans le chemin de deuil. Ce chemin de deuil, il peut également être accompagné par un vrai traumatisme. En France, ce deuil avec traumatisme est souvent appelé deuil post-traumatique. Le traumatisme appelle chez le sujet le néant, tandis que le deuil appelle le vide. Nous distinguerons deux types de situations. Soit le sujet endeuillé a rencontré le réel de la mort, nous parlerons plutôt de traumatisme psychique. La symptomatologie associera des symptômes de deuil et d'état de stress post-traumatique. Soit le sujet n'a pas rencontré le réel de la mort, nous parlerons de traumatisme psychologique. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin, nous dit Faulkner dans son roman « Si je t'oublie, Jérusalem ». J'ai relu et j'ai recherché la citation littérale qui est « Entre le chagrin et rien, entre le deuil et rien, je prendrai le deuil et le chagrin, c'est mieux que rien ». La traduction philosophique est intéressante par l'utilisation du mot « néant ». Cela exprime l'idée que le seul moyen de nous protéger du néant, ce serait le chagrin. Ce chagrin est la vraie pensée du néant et cela nous en prémunit. Elle va aider l'endeuillé à exprimer ce qu'il ressent et qui est si difficile à exprimer. Alors à qui parler ? Au sein d'associations qui sont nombreuses, auprès de professionnels intéressés et formés à ces sujets. C'est d'autant plus vrai que le suicide, même s'il peut trouver des explications plus vastes et plus complexes, comporte toujours une adresse à l'autre. Un « ne m'oubliez pas », tragique, qui inscrira un peu plus fortement encore le disparu dans le souvenir de ses proches. Suicide accompli malgré les siens, pardonnez-moi, je vous aime, mais j'en peux plus. Une apparence de reproche à celui ou celle qui n'a pas compris, qui n'a pas aimé suffisamment, mais comment ne pas percevoir alors que si le suicidé est mort, ce sont les autres qui se retrouvent en enfer. On peut en effet pleurer un être cher disparu, mais le chagrin éprouvé, si ce dernier s'est suicidé, est souvent refoulé par suite d'une incapacité des proches à parler de cette mort.
Ainsi s'opère un double mouvement. Le suicidé s'inscrit violemment dans le souvenir de ses proches, et ceux-ci n'ont pas toujours la possibilité d'évoquer son souvenir et ainsi de parvenir à supporter ce deuil. Le suicide a donc un effet de renfermement qui laisse ceux qui restent dans une grande difficulté à verbaliser le trop-plein de sentiments, de reproches, d'incompréhension auxquels il les confronte. Alors pour aider les parents en deuil après suicide, quelques pistes. Aucune mort n'est plus triste que celle d'un enfant et sans doute est-ce la plus difficile à affronter. Dans la société actuelle, les parents ne s'attendent pas à ce que leurs enfants meurent avant eux. Aussi, chaque année, des milliers de parents font face à la perte de leur enfant. Chaque jour, ils doivent essayer de reconstruire leur vie brisée. C'est loin d'être facile. Les amis et la famille qui offrent secours et aide dès la tragédie s'éclipsent souvent et les parents accablés se sentent isolés et déprimés. Quand ils ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent, les autres sont souvent gênés de parler du défunt. Ils changent de sujet et commencent à éviter les parents. Afin d'aider les personnes qui souhaitent venir en aide à ces parents, une liste de comportements souhaitables et non souhaitables suit, et je vous la propose à votre sagacité. Un comportement souhaitable. Laisser apparaître son chagrin et son désarroi. Être disponible. Écouter. Faire les courses. Aider les autres enfants. Être utile pour quoi que ce soit, même si ça peut sembler sans importance. Dire que l'on est bouleversé de ce qui vient d'arriver et qu'on est conscient de la souffrance. Permettre aux personnes en deuil d'exprimer autant de chagrin qu'ils le souhaitent et qu'ils sont désireux de partager. Les laisser parler de la personne décédée autant et aussi souvent qu'ils le désirent. Parler des qualités personnelles du défunt. Être attentif à l'égard des frères et sœurs. Les parents ne sont peut-être pas en mesure de s'occuper d'eux comme ils le voudraient. Rassurer les proches en leur disant qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, en soulignant tous les aspects positifs de leur comportement à l'égard du décédé. En face de ces comportements dits souhaitables, je vous propose quelques comportements qui sont peut-être non souhaitables. Les éviter parce que vous vous sentez mal à l'aise. Être évité par des amis augmente le chagrin. Leur dire que ce qu'ils devraient ressentir ou faire. Vous devriez vous sentir mieux maintenant. Changer de sujet quand on fait mention de la personne décédée. Éviter de mentionner le prénom ou le nom de la personne décédée par peur de raviver la douleur. Essayez de trouver un aspect positif dans la mort. Suggérez aux parents d'avoir un autre enfant. Il ne remplacera jamais celui qu'ils ont perdu. Consoler les parents en évoquant l'existence de leurs autres enfants. Critiquer les méthodes d'éducation ou les soins apportés. Les parents ont facilement un sentiment de doute ou de culpabilité s'ils ne sont pas soutenus par leur famille ou leurs amis. Alors, il existe des critères de deuil prolongé compliqué, donc qui sont 1, 2, 3 ou 5% de la population générale. Ce deuil prolongé compliqué est aussi plus fréquent chez les femmes, les non-caucasiens, comme on trouve dans les présentations nord-américaines, les parents qui ont perdu un enfant, les personnes qui ont moins de ressources, faibles revenus, moins éduqués, faible soutien social, chez ceux qui entretenaient une relation de dépendance excessive avec la personne décédée et dont le style d'attachement était insécure. Alors, on va passer en revue rapidement cette liste. Sentiments intenses et persistants de nostalgie et de manque de l'autre, sentiments fréquents et persistants de solitude, sentiment que la vie n'a plus de sens sans la personne décédée, désir de mourir pour retrouver la personne décédée ou parce que la vie est insoutenable sans l'autre, pensées et souvenirs intrusifs de la personne décédée qui interfèrent avec les activités quotidiennes, rumination fréquente de pensées troublantes associées à la perte, sentiment récurrent d'incompréhension ou difficulté à comprendre la finalité de la perte, sentiment persistant de choc ou d'avoir été assommé, ou impression d'être engourdi émotionnellement depuis le décès, sentiment récurrent de colère ou d'amertume associé au décès, difficulté persistante à faire confiance ou à être bienveillant avec d'autres personnes, ressentir fréquemment la douleur ou d'autres symptômes qu'avait la personne décédée, entendre ou voir la personne décédée, réactivité physiologique et ou émotionnelle intense, en présence de souvenirs associés de la personne décédée, évitement excessif des souvenirs associés à la personne décédée,
recherche de proximité excessive, recherche impulsive d'objets ayant appartenu à l'autre pour les voir, les sentir, les entendre ou les toucher, afin de se sentir près de la personne décédée. Pour terminer, quelques flashs sur les recommandations de l'audition publique dont je m'étais occupé avec d'autres collègues entre le 25 et le 26 novembre 2009. Sur les effets et conséquences du suicide sur l'entourage, la question 1, c'était impact du suicide sur l'entourage. Eh bien, qu'est-ce qui avait été retenu? Le deuil après suicide, donc processus humain normal. Cependant, les deuils compliqués et pathologiques doivent être diagnostiqués et relèvent d'interventions de professionnels de santé. Cette recommandation implique la formation des aidants et des professionnels de santé dans ce registre, et ceci constitue une nécessité. Améliorer le niveau de connaissance, donc à la fois quantitatif et qualitatif. Intégrer la thématique prévention du suicide, c'était il y a longtemps, 2009, dans la politique globale de l'institution, et pour aller en cohérence avec toutes les recommandations. Favoriser l'émergence d'une sensibilisation et d'une mobilisation collective, et impliquer les assurances et les mutuelles. Au niveau interne, entre professionnels et intervenants en fonction des logiques de territoire, on a bien parlé de cette coordination, au niveau des territoires de santé, au sein des ARS. L'impact sur l'entourage social, pour lutter contre la stigmatisation sociale, il est important de favoriser cette restauration du lien social. La question 2, c'était la modalité de compréhension sur les suites du suicide. Il était proposé d'étendre aux autopsies judiciaires l'obligation faite aux médecins de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps. Transposer en droit interne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est ancienne, concernant le droit des proches à obtenir la restitution du corps du défunt dans un délai approprié. Je ne sais pas si c'est toujours fait. Les services de police et de gendarmerie doivent être en mesure d'informer sur la procédure engagée. Et il est important que soit reconnu le droit aux familles de s'approcher du corps. La famille devrait pouvoir rencontrer le médecin légiste, si elle le souhaite, dans un cadre protégé. Le vécu émotionnel immédiat est très important, car redonner une place à la subjectivité, car il n'y a pas de linéarité et de relation de cause à effet direct dans la rencontre d'une personne avec l'événement suicide. Donc, il était proposé donc, de veiller à la continuité de la présence, s'assurer que la personne ne reste pas seule, sauf demande exprimée en ce sens, et ça c'était très important. Former des professionnels, ça aussi, ça a été un des grands axes qui se met en œuvre et qui va se développer encore plus, je pense. L'important aussi d'une prise en charge post-immédiate avec des psychothérapies qui sont particulières, de façon proactive en cas de deuil compliqué. Une réflexion éthique, sociale, sociétale, communautaire, à travers une mobilisation nationale. L'état des lieux sur les interventions et pratiques de soutien, des préconisations générales, c'était diffuser au plus grand nombre les informations relatives aux dispositifs d'aide et de soutien. Les services de secours doivent eux aussi être informés systématiquement. Donc et le jury de l'audition publique recommandait la création d'un document, ce qui a été fait, d'une plaquette recensant toutes les modalités d'aide. Le jury de cette audition préconisait la mise en place d'une instance départementale sous l'autorité du préfet. Donc voilà. Cette instance départementale devant promouvoir et soutenir les programmes de formation, mais ils sont déjà en place maintenant, et on voit bien d'où on vient. Le jury de l'audition publique recommandait également de réfléchir sur l'opportunité d'un dispositif d'appel. Clin d'œil. Le sens de ces recommandations vise à refuser de traiter l'entourage des suicidés comme des personnes malades, mais au contraire à offrir un rôle et un dispositif actif comme relais. Une démarche de prévention, et pour ça il s'agit d'informer les publics, ça c'est très important. Des recherches multidisciplinaires étaient préconisées. De faire des recherches cliniques longitudinales, ça reste encore à faire. De faire un état des lieux en France le plus précis possible. Enfin, et je resterai dans mon timing, en guise de conclusion, tant que je pense à lui, il existe. La vie et la mort, la souffrance et la joie, tout est en moi. Je l'accepte comme une totalité indivisible. Citation de Etty Illes-Elezum, qui malheureusement est mort en camp de concentration à Auschwitz.
Mais la dernière citation, ça sera quelque chose qui est tourné vers vous. Je vous propose cette citation de Voltaire dans le dictionnaire philosophique portatif. Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié. Ils étendent leurs pensées dont on leur présente le germe, ils corrigent ce qui leur semble défectueux et fortifient par leur réflexion ce qui leur paraît faible. Je vous remercie pour votre attention et j'attends avec intérêt votre contribution pour enrichir donc mes propos. Merci.